Bonjour à tous, et bien voilà, nous sommes ensemble avec vous depuis maintenant, c'est-à-dire 12h32 jusqu'à 14h, et bienvenue dans le ZCL en direct de RHT, Radio Tension, et de C10FM, la radio de Canal 10, sur la 103. Aujourd'hui, nous allons recevoir, dans le cadre de cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, eh bien, M. Patrick Gob, qui est déjà avec nous. Bonjour. Bonjour. Un peu plus tard, nous allons recevoir deux infirmières, Wendy Riquet, infirmière, et Jocelyne Notaire, infirmière coordinatrice. Il s'agit de parler de la journée de la cardiologie, et puis un peu plus tard, le chronique de la coaching de la réussite avec la chronique de Muriel Jean-Jacques. Mais avant, nous devrions avoir les titres de l'information. Et c'est Keïsia, bonjour. Bonjour Danick. Oui, tout de suite, voyons les titres qui font l'actualité aujourd'hui. Samedi soir, au village... Reconnaissance aux morts des guerres mondiales à Paris, mais cette fois à la mémoire des soldats ultramarins. Un moment qui permet à tous de se souvenir des choses passées, mais aussi d'adresser un message à la génération passée. Petit retour sur la 8e édition du festival Caribule qui s'est achevé ce week-end à la médiathèque Paul Mado de Bémao, à l'occasion des ateliers à l'honneur de nos petits. Et enfin, nous verrons la nouvelle Miss de la ville de Bémao, élue samedi soir, ambassadrice après sa victoire à l'élection de Miss pour l'édition 2017-2018. Elle s'appelle donc Taïli Moore. Voilà, merci donc à Keïsia qu'on va retrouver tout à l'heure pour le journal. Je vous l'ai dit, nous recevons Patrick Gob, puisque c'est la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, et il devrait y avoir un colloque sur l'inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap. Patrick Gob, merci d'être là. Première question, on a le sentiment ici que le handicap c'est quelque chose de caché. Oui, bonjour à tous. Merci pour votre invitation. Effectivement, ce sentiment perdure. Pourtant, la société guadeloupéenne est particulièrement solidaire sur le sujet, mais depuis quelques années, contrairement au Canada, par exemple, on a presque l'impression qu'il n'existe pas de personnes en situation de handicap. Pourtant, j'ai envie de dire, ce sont des consommateurs comme nous-mêmes, ce sont des acteurs économiques. En un mot, ce sont des acteurs de la vie sociale, et c'est la raison pour laquelle nous avons considéré, puisque c'est une démarche collective. Et quand je parle de démarche collective, me vient à l'esprit le MEDEF Guadeloupe pour ce qui concerne les entreprises, le CNAM Paris dans la dimension universitaire, mais aussi à travers l'URIOPS qui est un organisme associatif chez nous. Et nous avons souhaité, surtout concernant l'URIOPS, mettre en avant une pensée pour Albert Flagey, qui a été un excellent anthropologue, un éducateur. Bref, il a vraiment mené des actions dans la vie sociale et le médico-social. Donc sur tous ces éléments-là, nous avons considéré qu'à travers ce colloque, nous pourrions très certainement identifier les actions qui marchent et les actions qui ne marchent pas. Pourquoi ? Il nous a semblé nécessaire de sortir d'une manifestation sans lendemain. Et à travers ce colloque, sur 2 jours, nous avons un certain nombre de personnalités sur le plan national, mais aussi sur le plan local. Et surtout, nous aurons avec nous des entreprises sur le plan national ayant déjà pris un certain nombre d'initiatives en termes de mission handicap. Me vient à l'esprit la société Dassault et la société Thales. Et pourquoi j'insiste sur ces 2 aspects, je mets un peu tout cela dans son contexte législatif, puisque depuis la loi de 87... Oui, j'allais vous dire justement... Cette obligation des entreprises... Mais est-ce que justement, Patrick Gob, les entreprises guadeloupéennes se sont déjà vraiment mises au niveau, j'ai envie de dire, au niveau des handicaps, des personnes handicapées? Parce que souvent, certains escaliers ne sont pas homologués, les ascenseurs ne le sont pas, et à l'intérieur même des postes de travail ne sont pas toujours prévus pour les handicapés. Alors, je crois que vous avez tout dit, tout en soulignant qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui prennent des initiatives et qui sont dans ce que j'appellerais un cercle vertueux. Mais beaucoup est à faire. Quelques chiffres rapidement, et depuis la loi de 2005, on constate que sur le nombre d'entreprises, près de 45% des entreprises ne remplissent pas encore cette obligation. C'est énorme. D'autant plus que depuis la loi de 87, les entreprises qui ne rentrent pas dans ce dispositif sont obligées de payer une contribution, pour ce qui est des entreprises privées, à la GFIP, et pour ce qui est des collectivités, parce que les collectivités aussi sont concernées, payent une contribution au FIP, et trop souvent, on est dans une forme, je prendrais cette expression, d'impensé. Une sorte, on nie la chose, donc il suffit de payer une amende et on n'en parle plus. Donc, nous avons voulu inverser cela, puisque les entreprises sont vertueuses. Et quand je vous parlais de l'esprit de solidarité guadeloupéen,
70% des travailleurs handicapés sont embauchés dans des TPE qui, elles, n'ont pas cette obligation de la loi. Oui. Et là, vous avez tout à fait raison. Il y a un effort, je dirais, titanesque à faire pour que le plus grand nombre d'entreprises rentrent dans ce dispositif. Nous avons des exemples. Je prends l'exemple de Gardel, par exemple, qui a signé une convention à la GFIP, qui rentre dans le dispositif, et d'autres, EDF, le groupe Lorette, on a des exemples. Mais il me semble, et là vous avez tout à fait raison, de par le nombre de travailleurs handicapés sur notre territoire, plus de 2000, il est sain que nous puissions avoir une vraie politique dirigée vers les personnes en situation de handicap et non pas considérer que c'est un peu la cinquième roue du carrosse d'une société. Ce sont des problèmes inhérents à notre société et il nous faut donner des réponses appropriées. Alors, est-ce que, j'ai envie de vous poser la question, ce colloque et cette semaine européenne qui a commencé le 13, mais surtout ce colloque qui va commencer la semaine prochaine, pourront non seulement pointer du doigt, mais enfin sensibiliser réellement les chefs d'entreprise, parce qu'au moment où on parle là aujourd'hui, il y a des chefs d'entreprise qui nous écoutent, aussi bien à la radio qu'à la télévision. Quel est le message que vous voulez leur faire passer? Alors, le message est un message de sensibilisation, pas un message discriminant. On n'est pas là pour pointer du doigt, on est là pour dire nous sommes capables de faire mieux. Certaines entreprises donnent l'exemple, donc nous devrions faire en sorte de rentrer dans le dispositif. Et au travers du colloque, comme je le disais tout à l'heure, c'est de bien identifier les actions sur lesquelles nos entreprises locales peuvent s'identifier, car là encore, très souvent, l'application froide de la loi au niveau hexagonal ne peut pas être la même pour nous, dans la mesure où nous n'avons pas le même tissu économique. Tout à fait. C'est pour cela, nous parlons de principe d'adaptation, mais au sens noble du terme, et non pas en termes de faveur ou d'esprit d'aider. Non, nous sommes dans une démarche responsable, et les entreprises qui sont là, elles sont nombreuses à avoir répondu, puisque je vous ai parlé d'EDF, je vous ai parlé d'Air Caraïbes, même la Française des Jeux. Il y a des entreprises qui, même si elles ne sont pas encore totalement dans le dispositif, mais prêtent une oreille attentive. Et c'est cette sensibilisation que nous voudrions aller un peu plus en avant. Mais encore une fois, ce discours s'adresse aussi aux collectivités, puisque vous le savez bien mieux que moi, les collectivités ont cette même obligation de la loi. Tout à fait. Bon, je ne vais pas et même avant tout le monde, mais j'ai envie de dire même avant tout le monde. Même avant tout le monde. Et il y avait ce qu'on appelle l'agenda de l'accessibilité, puisque vous avez parlé du principe de l'accessibilité des personnes handicapées ou des travailleurs en situation de handicap, où cette problématique n'a pas été résolue par les collectivités. Donc pour moi, et pour nous, puisque c'est une démarche collective, il faut d'un seul trait, nous puissions prendre des initiatives, puisque ce qui est intéressant, c'est un sujet transversal. Oui. Il n'y a pas lieu à être pour ou contre, il y a à faire. Oui, donc c'est essayer de nous mobiliser, et pour que nous soyons peut-être un pôle d'excellence, puisque je rappelle quand même avec une certaine satisfaction, nous sommes la seule manifestation qui a été estampillée Semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap, et nous avons des amis qui viennent de la Martinique, de la Guyane, même de la Réunion et de France hexagonale, pour que la Guadeloupe soit véritablement ce territoire de pôle d'excellence, et je crois que là, nous voudrions atteindre un objectif vraiment vertueux. Alors, sur les 2 milliers de personnes en situation de handicap en Guadeloupe, est-ce qu'il y a, j'ai envie de dire, un distinguo entre peut-être ceux handicapés moteurs ou autres? Comment ça se situe? Quel est le paysage de l'handicap en Guadeloupe? Tout à fait. Et là encore, vous mettez le doigt sur une réalité. Nous avons tendance à considérer comme personne en situation de handicap obligatoirement une personne qui a un handicap moteur. Oui. Alors qu'en termes de pourcentage, ça ne représente que 3% du handicap. Mais il y a le handicap en termes de personnes invalidantes, c'est-à-dire la personne qui a le diabète peut se faire reconnaître comme travailleur handicapé. Oui. Toute une série de maladies propres à chez nous qui peuvent être, le terme est impropre, mais éligibles au handicap. Nous avons le problème du handicap auditif, le problème du handicap visuel. Donc il y a toute une gamme, et j'ai envie de vous dire, il y a une réalité, et j'ai pris cette expression d'un professeur qui disait « Nous sommes tous potentiellement des handicapés ». Et ça devient d'autant plus important, c'est un sujet que vous connaissez bien, quand on voit la courbe de vieillissement de notre population. Je rappelle que d'ici 2040, plus de 40% des Guadeloupéens auront plus de 60 ans. Donc il y a un vrai problème de santé publique autour du handicap, puisqu'il y a un certain nombre de handicaps en termes de santé qui vont pointer leur nez, et c'est pour cela que c'est un sujet d'importance, et il faut que nous soyons mobilisés, et encore une fois, comme vous l'avez dit, éviter de jeter un regard un peu distant, car effectivement, potentiellement, nous sommes tous et toutes des personnes. Alors l'autre aspect du handicap en Guadeloupe, c'est les structures de formation.
Alors là aussi, c'est un gros problème en Guadeloupe. On a un problème immense, les structures de formation. Et là, même si nous parlons même de la possibilité en termes de continuité territoriale, nous avons de gros problèmes. Bon, vous savez que l'ADOM a perdu près de 20 millions dans son budget. Là encore, les personnes en situation de handicap et les travailleurs handicapés se retrouvent dans ce que j'appellerais la double peine. Car à aucun moment, en termes de prospective, en termes de perspective, sur le plan de la formation, il y a des espaces sur lesquels ils pourraient se positionner. Et c'est pour ça que là encore, nous essayons d'avoir une vraie action au niveau national. Et pour quelles raisons nous avons ce partenariat avec ces entreprises? Ce sont des entreprises multinationales. Vous connaissez la dimension du lobbying de telles entreprises. Il n'est pas anormal que nous puissions nous appuyer sur des sachants en la matière pour faire valoir davantage la problématique du handicap sur notre territoire et faire en sorte que ces problématiques soient prises en considération et non pas par des petites mesurettes qui, quelquefois, peuvent donner satisfaction, mais qui ne répondent pas véritablement aux besoins, puisque on prend l'exemple des CRP, on est au niveau à peine le CAP. Il n'y a pas des perspectives pour que des jeunes en situation de handicap qui postulent Bac plus 2, Bac plus 5 aient l'espace nécessaire pour pouvoir assumer leurs études. Donc voilà, et vous le dit très bien, on est sur un champ vraiment important d'une problématique purement sociétale dans notre région. Alors, autre aspect que j'aimerais évoquer avec vous, c'est le rôle des associations d'handicapés qui existent en Guadeloupe. On a eu l'occasion ici de recevoir, nous 2 fois, certaines personnes. Est-ce que ces associations, j'imagine, seront associées à ce colloque, pourront intervenir? Et j'ai envie de dire le mot, est-ce qu'il y a des revendications particulières dans ce secteur? Alors, nous avons voulu une vraie immersion. Et comme je vous l'ai dit, nous avons été dans une démarche de co-construction, c'est-à-dire tous les partenaires ont prêté je dirais même leur savoir-faire à cette démarche. Et comme nous avons parlé d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés, c'est-à-dire nous arrivons au bout du bout, puisque ce qu'on appelle le milieu ordinaire, c'est-à-dire les entreprises, la finalité de toute action, et même des ESAT, les milieux protégés et les milieux adaptés, c'est de faire en sorte que ces travailleurs handicapés aient la possibilité d'insérer le monde dit ordinaire, c'est-à-dire le monde des entreprises. Par conséquent, il a été tout à fait légitime que toutes les parties concernées ont été sensibles et sont invitées à ce débat, car encore une fois, l'idée qui nous a guidés, c'est de sortir d'une grand-messe, mais de pouvoir, et vous aurez la possibilité, au sortir de cette manifestation, identifier des actions que nous allons mettre en place et pérenniser la manifestation, puisque nous sommes déjà en relation avec le Parlement européen, puisque à travers la commission sur la mobilité des personnes handicapées, faire en sorte que nous puissions avoir de vrais travaux, mais que nous soyons dans ce que j'appellerais du factuel. Et là, chacun, les associations, les familles, les chefs d'entreprise, les travailleurs en situation de handicap pourront mesurer à partir de maintenant quelles sont les actions avec les entreprises qui vont être menées. Et bien entendu, cela demande aussi à être alimenté, car trop souvent nous avons tendance à penser, une fois qu'une manifestation est mise en place, c'est l'alpha et l'oméga. Non, c'est un point de départ par rapport à ce qui a déjà été fait, puisque beaucoup a été fait, mais nous disons nous pouvons aller beaucoup plus loin, et là, il faut, me semble-t-il, la participation et la prise, non pas la prise en charge, puisque très souvent, dans l'imaginaire, on entend par prise en charge, mais nous travaillons favé. Non, c'est la prise en compte de quelque chose, et là, nous sommes dans une responsabilité partagée. J'ai envie de vous poser la question, est-ce que, en préparant ce colloque, puisque vous êtes un petit peu le coordonnateur de cette action, et c'est tant mieux, est-ce que vous avez pu avoir l'écoute de nos collectivités, de nos responsables, qui ont eu quoi réagir, qui ont eu quoi dire, ou est-ce que vous nous couvrez ça après? Si vous me posez la question, c'est que vous connaissez le fonctionnement. Effectivement, oui, c'est un peu la poire à moitié vide ou à moitié pleine. C'est vrai, dans l'échange que j'ai avec vous, nous sommes dans une approche globale, puisqu'on a parlé du vieillissement de la population. C'est vrai qu'il y a des urgences, il y a des priorités, mais il faut faire un gros exercice pour que nos dirigeants prennent aussi en considération ce qui est, à nos yeux, aussi une priorité, et c'est ce combat presque amical que nous menons pour qu'effectivement, avec les collectivités, car elles sont concernées, puisqu'elles aussi ont cette obligation de la loi, pour faire en sorte que, comme un seul homme, les entreprises et les collectivités, nous puissions donner un résultat aux travailleurs en situation de handicap. Parce qu'au moins, les 2000 handicapés de la Guadeloupe sont des électeurs.
et ont des parents aussi. Des parents. On verra le jour de l'ouverture, c'est-à-dire lundi prochain, si les collectivités seront fortement représentées ou si feront environ, vous voyez, monsieur, pour dire des petits mots, ce qui ne serait pas quelque chose d'acceptable parce qu'en fait, c'est un véritable problème aujourd'hui et pour les handicapés. Et je parle d'un terrain connu. Il y a quelques semaines, nous avons reçu une écrivaine qui est handicapée, qui est ici et qui est venue nous expliquer un petit peu comment le combat qu'elle avait mené entre le moment où elle avait été handicapée jusqu'à ce jour. Et je vous assure que cette dame que nous avons reçue est très courageuse. Elle a passé son BTS et elle travaille normalement. En fait, quand on dit normalement, elle entre dans le champ du normal parce qu'elle s'est battue. Absolument. Alors, est-ce que tout le temps, les personnes en situation de handicap devront tout le temps se battre? C'est un combat permanent. Et vous parliez à juste raison de l'accessibilité, le problème du transport, la mobilité des personnes en situation de handicap, les travailleurs handicapés qui, comme nous, ont aussi le droit au loisir, à la culture, au sport. Et là, on a vu aux Jeux Olympiques il y a quelques années. Absolument. Donc, on a là véritablement un sujet, vous avez raison de le dire, ça doit être pris en considération au plus haut niveau et non pas considéré comme epsilon dans une problématique qui nous est générale. D'autant plus, je parlais de vieillissement de la population, va aussi se poser le problème de maintien d'un emploi. Tout à fait. Énormément de personnes qui rentrent dans une situation dite normale dans l'entreprise se retrouvent après avec des maladies invalidantes. Donc, on ne peut aucunement regarder de nez amusé un problème qui potentiellement nous concerne. Et comme vous le savez, on a une accidentologie énorme chez nous. N'importe quel voisin ou nous-mêmes, dans un déplacement automobile, se retrouve paraplégique ou dans des conditions de mobilité Il y a une réduite. action qui s'est menée il y a quelques semaines. On a vu une exposition qui s'est faite au pavillon de la ville. Absolument. À propos justement de cette accidentologie et de toutes ces personnes qui ont été frappées, j'ai envie de dire injustement, par les accidents de la route et qui aujourd'hui se relèvent. Alors, ce colloque démarre lundi prochain. Lundi prochain, le 20 novembre, à la Creole Beach Hotel, avec deux interviews des deux ministres, de l'Outre-mer et secrétariat d'État au handicap. Madame Cluzel, avec qui nous sommes en relation, puisque là aussi nous voulons porter des propositions pour le changement de la loi, de la DOM par exemple, et de la mobilité des personnes en situation de handicap. Bref, on est dans ce que j'appellerais dans le champ du possible, et pour cela, encore une fois, nous voudrions que le plus grand nombre, pour ne pas dire tous, nous puissions nous mobiliser autour de cette problématique qui concerne chacun d'entre nous à un moment donné, à la fois dans sa vie et dans sa famille. Alors ça s'organise sous forme de table ronde. Absolument. Il y en a 5 tables rondes. 5 tables rondes. 5 tables rondes du lundi au mardi. Et nous aurons même des témoignages, de guadeloupéens, de chefs d'entreprise, de personnes, de parents. Bref, on est dans une véritable immersion pour que chacun puisse s'exprimer, mais surtout, au sortir de cela, nous aurons une publication. D'ailleurs, je profite pour remercier Canadis, qui est partenaire sur la manifestation, et nous avons des médias au niveau national qui vont retransmettre notre manifestation, puisque le CLAM Paris le fera, Dassault le fera. Bref, je pense que nous avons une opportunité d'être le centre de quelque chose, et pour ça, montrer ce que nous savons faire et ce que nous sommes en capacité de montrer comme exemple. Et il faut dire aussi le fait vous avoir choisi comme coordonnateur, mais non, c'était le gage d'une certaine réussite et que ce projet-là aurait abouti. En tout cas, Patrick Gomon, vous remercie d'être venu. Je rappelle donc que nous sommes dans la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées jusqu'au 19, du 13 au 19, ça a commencé il y a un jour. Et la semaine prochaine, lundi prochain, à Creole Beach, l'inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap. Comment faire la différence? Un atout. Ça va être décliné sous forme d'atelier pendant 2 journées, en espérant que nos collectivités et puis nos responsables répondront présents à cette invitation et que ce ne sera pas, comme vous dites, juste une messe et puis après, tout à fait. Amen. Et je profite pour remercier les services de l'État qui ont réagi immédiatement, l'AGFIP, le FIP, le ministère même des Finances. Bref, il y a une véritable mobilisation pour que nous puissions nous approprier une problématique et qu'ensemble nous puissions donner la réponse, bien entendu, la plus adéquate. Merci Patrick Gob. 12h54, on va tout de suite revenir à l'actualité avec Issa Zorobabel. On va commencer par la reconnaissance des morts des guerres mondiales de 14-18, c'est ça, à Paris. Oui, c'était samedi au Champ d'Arbeau. Tout d'abord, à Basse-Terre, il y a eu une commémoration des soldats guadeloupéens morts durant la Seconde Guerre mondiale. Un reportage de Jean-Luc Anani.
oublier les grandes dates qui ont marqué l'histoire, parce que l'histoire de France, c'est l'histoire des Guadeloupéens. Nos jeunes ont besoin de connaître leur histoire pour se construire. Et ces commémorations, c'est aussi un message qu'on adresse à la génération future. Beaucoup s'interrogent de comprendre comment s'est faite cette construction européenne. Tout est venu de la Première Guerre mondiale. De se dire que ces batailles, ces moments de l'histoire ne sont pas sans répercussions sur la diplomatie et les relations avec les grands pays. Vous pouvez comprendre pourquoi la France a des amitiés avec les États-Unis. Parce qu'à chaque fois, les États-Unis ont su sortir un peu de leur isolement pour venir et défendre la démocratie, défendre ces peuples. Donc je pense qu'il est important, à travers de la commémoration, de rappeler cette histoire pour mieux comprendre comment le monde s'est construit et à partir de quelles valeurs. Oui, c'est important que le devoir de mémoire se fasse. C'est important que nos jeunes gardent en mémoire le sacrifice qui a été fait, le courage que certains ont entre 1914 et 1918 pour sortir de cette longue guerre. Donc c'est important d'être là, nous en tant qu'autorité, mais surtout pour passer le relais à la génération et voir le pensionnat de Versailles prendre une part active de cette cérémonie de commémoration. Ça fait chaud au cœur et ça montre bien que l'espoir est là et que la jeunesse est là. Il faut qu'ils connaissent l'histoire, il faut que cette mémoire-là reste, il faut qu'on pense à ceux et celles qui ont donné leur vie et qui ont fait preuve de courage, de sacrifice pour que nous soyons là aujourd'hui. Donc c'est un devoir de reconnaissance que nous avons envers eux. C'est important que nous soyons là tous pour les commémorer. Pour nous, anciens combattants, c'est très important. Ça nous rappelle la mémoire, pour mémorer la mémoire de nos anciens qu'on a suivis, qu'on a pris le même chemin. Et c'est très important de commémorer ces moments-là. Et il y a une chose qui est importante aussi, c'est la transmission du devoir qui manque énormément dans les écoles. Bon, ici, il y a une école qui était là, qui chaque année est présente. Donc, à Pointe-à-Pitre, il y a eu une école aussi qui était présente. Mais c'est très important d'aller vers les écoles pour commémorer et puis transmettre le devoir de mémoire. Hommage aux morts de la guerre, c'était aussi à Paris, mais cette fois à la mémoire des soldats ultramarins morts pour la France lors de la guerre de 14 et 18. Cet hommage à Paris a pris la forme d'un arrivage de la flamme sur la tombe de soldats inconnus à l'Arc de Triomphe. Un reportage de Maurice Cessé. De se rappeler l'implication de la totalité des territoires d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer, de ces soldats valeureux qui sont venus d'outre-mer pour défendre la patrie et qui sont morts pour la France. Ce soir, c'est un événement qui le rappelle. Il était important qu'on soit là en nombre avec la mise à l'honneur de ce soldat kanak qui aujourd'hui peut reposer en paix chez lui et c'est un hommage que nous voulions lui rendre. Eh bien, je crois que c'était une belle cérémonie. Très souvent, aux alentours du 11 novembre, la ville de Paris rendait hommage aux soldats d'outre-mer sur le quai où il y a une plaque rappelant leur engagement pour libérer la France. Mais le fait de le faire ici aujourd'hui, à l'Arc de Triomphe, avec toutes les autorités militaires, le fait aussi de rendre hommage particulièrement aux soldats qui sont venus du Pacifique et notamment aux Kanaks et me semble-t-il un pas en avant important. Donc j'apprécie cette cérémonie, elle est plus officielle et il me semble qu'elle nous fait davantage rentrer dans l'histoire de ce pays. Alors petit à petit, ils avaient été oubliés. Petit à petit, je pense que nous faisons en sorte que leur mémoire ressurgisse. Et je suis allée récemment au Chemin des Dames, vers Reims par là, où durant des mois, les soldats d'outre-mer ont tenu des positions et ont eu des pertes considérables. J'ai été frappée de constater que dans les églises et partout, il y avait des plaques remémorant le sacrifice de ces hommes. Donc je pense qu'il nous appartient aussi à nous de faire en sorte qu'ils ne soient pas oubliés et une cérémonie comme celle-là y contribue. J'ai considéré qu'il fallait que je sois là pour ce moment de partage, ce moment de solidarité, de recueillement, de souvenirs.
je pense que par moment on a tendance à oublier l'histoire. Et le fait d'oublier l'histoire ne nous permet pas de bien envisager l'avenir. Et pour moi, il faut que nous soyons capables de répondre présent lorsqu'il y a ce type de manifestation, parce que ça nous permet de nous rencontrer, ça nous permet de rencontrer d'autres générations, ça nous permet de revoir ceux qui étaient là avant nous et qui ont combattu pour la liberté. Et donc pour moi, c'était important que d'être là ce soir pour partager ce petit moment avec toutes ces personnes. Et voilà, il est 13h, vous êtes en direct du ZCL, mais aussi de C10FM 103 et de RHT 89.8. On vous souhaite bon appétit pour ceux qui mangent et on se retrouve après une courte page de pub. C'est parti pour la deuxième partie de ce ZCL en direct de RHT de C10FM. Il est 13h06. Je n'ai pas de retour, c'est la raison pour laquelle j'ai un petit peu bug. On va recevoir tout à l'heure deux infirmières, Wendy Riquet et Jocelyne Lother, à l'occasion des journées de la cardiologie, j'ai envie de dire de la coronarographie, c'est bien ça, madame? Coronarographie, le mot un petit peu compliqué, mais en fait, il s'agit bien évidemment de sculpter, enfin, de mobiliser les gens, de les sensibiliser à ces problèmes de cardiologie. Alors, avant ça, on va revenir sur l'actualité avec Keïssa Zorobabel et revenir sur les titres de l'info. Reconnaissance aux morts des guerres mondiales à Paris, mais cette fois à la mémoire des soldats ultramarins. Un moment qui permet à tous de se souvenir des choses passées, mais aussi d'adresser un message à la génération à venir, afin que nul n'oublie notre histoire et que tous la gardent en mémoire. Petit retour sur la 8e édition du festival Caribule qui s'est achevé ce week-end à la médiathèque de Paul Mado de Bémao, à l'occasion des ateliers à l'honneur de nos petits qui ont pu laisser leur imaginaire prendre place. Et enfin, nous verrons la nouvelle Miss de la ville de Bémao, élue samedi soir ambassadrice après sa victoire à l'élection de Miss pour l'édition 2017-2018. Elle s'appelle donc Tylee Moore. Et donc, nous allons voir nos invités avec Dani. Oui, on va recevoir tout de suite nos deux invités, nos deux infirmières. Attendez, je vérifie, non, je ne suis pas cardiaque pour l'instant. Et donc, ce sont les journées de la cardiologie qui commencent le 17, c'est bien ça, Mme Riquet? Madame Lother. Madame Lother, pardon, Madame Oui. Lother, Mme Riquet, c'est à côté. Oui, c'est une journée porte ouverte qui aura lieu le 17 novembre, de 9h à 15h au CHU de Pointe-à-Pitre. Alors, cette journée, pourquoi cette journée? Alors, on va parler de coronarographie. Oui. La coronarographie, c'est quoi? C'est l'exploration des artères du cœur. Pourquoi est-ce qu'on fait cet examen? C'est quand il y a des douleurs inexpliquées et soit au repos ou à l'effort chez un patient. Quel que soit l'âge, ça touche les gens à tous les âges? Non, pas à tous les âges. Il faut, disons, à partir de 45 ans. 45 ans pour chez les hommes et 55 ans pour les femmes. D'accord. Donc, ça, vous n'avez rien à craindre pour l'instant? Non, pour l'instant, je n'ai rien à craindre. Tant mieux. Alors, comment ça va s'organiser ces journées de la cardiologie ou de la coronarographie? Alors, nous aurons deux temps. Une première partie, le premier temps, ça se passera au niveau du club des médecins, oui. au CHU. Alors, au niveau du club des médecins, nous aurons des différentes conférences. Une première conférence sur la coronarographie dira aujourd'hui, parce qu'il faut savoir que la coronarographie, on a commencé en 1997, donc ça fait vraiment 20 ans. Donc la coronarographie dira aujourd'hui. Ensuite, nous allons parler de la coronarographie proprement dit, puis du syndrome coronarien aigu et de la réadaptation cardiaque, ainsi que de l'éducation thérapeutique. Alors, qu'est-ce que c'est le syndrome de la coronarographie aiguë? Coronariographie aiguë, c'est Mme Lother qui va répondre ou Mme Riquet qui va répondre, pardon? Alors, le syndrome coronarien aigu, c'est la phase où le patient se plaint de douleurs violentes à la poitrine qui ne cèdent pas au repos. Ce sont des douleurs qui arrivent pendant un effort. Et là où c'est plus aggravant, c'est quand elles arrivent même quand on est au repos. Ah bon, même au repos, ça peut arriver? Oui, ça peut arriver même au repos. Ça peut amener jusqu'au décès? Oui, tout à fait. C'est pourquoi on insiste bien, et c'est pour ça que l'intérêt de la journée porte ouverte, c'est de bien insister sur la conduite à tenir qui est en cas de douleur violente à la poitrine, parce qu'on a tendance à dire l'estomac dans notre jargon créole aux Antilles. Oui, c'est la poitrine. Voilà. Donc, c'est d'appeler le 15, de se mettre au repos et d'appeler le 15, parce que nous, on est disponible à toute heure, du jour, de la nuit,
C'est quoi le 15, vous me dites de l'appeler Le 15, c'est le SAMU, c'est le numéro du SAMU. Ah, c'est le numéro du SAMU. Et au bout du fil, il y a quelqu'un. Oui, au bout du fil, il y a quelqu'un. Et après, il y a une prise en charge. Une prise en charge très rapide. Ouais. Donc le SAMU, une fois que... Par contre, c'est pourquoi il faut, quand on appelle le SAMU, il faut bien décrire les signes que l'on ressent pour que le SAMU puisse bien faire le tri et puisse intervenir assez rapidement. Ok, ça, une question? Oui, par rapport au tri justement dont on parle au SAMU, à quel moment la personne qui est touchée par ce symptôme de douleur à la poitrine, comme vous dites, peut savoir qu'elle est en train de développer une coronarographie ou quelque chose comme ça? Alors, en fait, selon les dires des patients, parce que moi je n'ai pas été atteinte encore de ce genre de choses, mais les patients disent que c'est une douleur très violente, invalidante, qui fait mal à la mâchoire, qui irradie au niveau du bras gauche. Et quand c'est comme ça, on ne peut vraiment rien faire. Donc à ce moment-là, il faut appeler le 15. On est comme paralysé. Oui. Certaines parlent même d'un... Presque comme un AVC, alors. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Bien entendu, ça aboutit à l'infarctus le plus souvent. Il y a des signes précurseurs, mais il faut les connaître. Et durant cette journée aussi, nous allons parler de ces signes précurseurs pour que les gens qui ont ce genre de signes pour qu'ils aient la possibilité d'aller consulter leur médecin avant de faire l'infarctus. Alors, est-ce qu'il y a, en termes, j'ai envie de dire, de vie quotidienne, des mesures à prendre pour éviter d'arriver à cette extrémité? Parce que, par exemple, quand on reçoit, ça va être la semaine prochaine, quinzaine du diabète, les diabétologues nous disent, bon, pas manger trop de sucre, etc., etc. Dans le cas des crises coronariennes, est-ce qu'il y a des dispositions pratiques pour les gens? Mais bien sûr, il faut savoir qu'on travaille aussi en collaboration avec les diabétiques, parce qu'il faut savoir que le diabète, c'est une maladie silencieuse nos artères et les organes vitaux. Donc, le plus souvent, quand les gens consultent, c'est déjà trop tard. Donc, il faut déjà, quand on est diabétique, comme on n'a pas de douleur, donc on ne sait pas si le cœur est abîmé, ils ne sauront pas. Donc il faut déjà faire des investigations, faire des bilans, éventuellement que le cardiologue demande à ce que le diabétologue demande à ce que le patient aille consulter chez le cardiologue. Et c'est le cardiologue à ce moment-là, en fonction de ces investigations, qui va demander au patient soit de faire une coronarographie ou de faire d'autres examens avant d'arriver à la coronarographie. Mais déjà, il faut équilibrer son diabète et je pense que les diabétologues vont très bien l'expliquer. Oui, bien sûr. On va recevoir une spécialiste la semaine prochaine. Mais alors, votre journée porte ouverte s'adresse à qui exactement? Parce que si moi, j'ai jamais eu de crise coronarienne, j'ai rien à faire là. Non, je dis ça, je pose la question. On aurait pu dire ça, mais il faut savoir que... c'est prévenir avant de guérir. Il faut prévenir avant de guérir, mais il faut savoir aussi que selon les statistiques, le SAMU fait environ 4000 interventions par an, et durant ces 4000 interventions, il y a 850 pour la cardio. D'accord. Donc pour une population, une petite population comme la nôtre, ça fait quand même beaucoup. Ça fait 25% d'intervention chez le SAMU pour la cardiologie. Donc, il y a un syndrome ici, il y a quelque chose qui cause, la cause, c'est quoi? C'est le surmenage, c'est le stress, la fatigue, qu'est-ce que c'est? Non, en fait, la population, enfin nous on aime bien manger, on aime bien boire et en fait ce sont toutes... Même qu'on boit du vin par exemple, des choses comme ça peut conduire... Ben oui, puisque tout doit être consommé avec modération et non pas dans l'excès, mais nous on a toujours tendance à, quand il y a une petite fête, à être dans l'excès. Et puis la culture entière, surtout au niveau de la gastronomie, c'est les plats en sauce, bien relevés et tout. Et c'est tout ça qui favorise ce genre une mauvaise hygiène alimentaire, le manque d'activité physique, parce que nos anciennes générations, ils avaient leur jardin, ils étaient toujours en activité, capoter manœuvre. Mais nous, maintenant, on est une génération tablette, téléphone, télécommande, donc on fait beaucoup moins de sport. Et puis, il y a aussi tout ce qui est tabac. Il y a aussi le stress.
Le stress, le la nouvelle stress maladie. aussi, le stress, hein. les embouteillages de Pointe-à-Pitre qu'on va à Mornalo ou aux Abîmes, par exemple. Voilà. Ça énerve, c'est vrai. Et on parle beaucoup d'obésité en ce moment. Oui, aussi. Donc c'est un facteur de risque. Je pense que les Guadeloupéens qui nous regardent aujourd'hui devraient au moins en prendre connaissance et fréquenter cette journée du 17, c'est bien ça, le 17 ? Oui, le 17 novembre. Oui. Alors, est-ce que, je pose quand même la question, il y a le 15 et derrière il y a le SAMU, il y a suffisamment de médecins pour répondre à la demande sur 25% des 4000. Oui, il y a suffisamment de médecins. Il y a une équipe, il faut savoir que nous travaillons 365 jours dans l'année, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Donc, il y a toujours une équipe paramédicale disponible et un médecin de garde pour pouvoir assurer les urgences. Oui. Est-ce qu'en période de fête, il y a plus de patients qui arrivent? Je pose la question. Ah oui, non, mais ça, non. Oui. On a des périodes où il y a une recrudescence des patients, donc on sait que la période va bientôt arriver, les fêtes de fin d'année. Les fêtes de fin d'année, ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Oui. Tout ce qui est carnaval, parce que pendant le carnaval, il y a aussi beaucoup d'excès. Aussi, voilà. Et Pâques. Voilà. Alors, les gens qui nous regardent, qu'ils prennent conscience que les fêtes de fin d'année sont des fêtes de fin d'année, mais ce n'est pas des fêtes de fin de vie. C'est ça. Et qui devraient faire un petit peu plus attention à leur santé, surtout les gens qui, comme vous dites, qui ont déjà dépassé la cinquantaine, et qui devraient faire attention à la boisson, à l'alcool, au repas. Au repas hygiène alimentaire, au repas trop gras, trop sucré. Et donc, fréquenter cette... finalement, tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné, oui. On s'adresse à tout le monde, aux étudiants, aux personnes âgées, à tout le monde, parce que il faut savoir aussi que nous aurons des expositions, et lors de ces expositions, nous aurons des artères saines, et nous aurons des artères pathologiques. Malsaines. Tout à fait. Et nous allons montrer la différence et expliquer aux gens ce qui se passe. Qu'est-ce qu'une artère pathologique? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Pourquoi l'artère est pathologique? C'est ce que nous allons expliquer. C'est l'alcool qui abîme l'artère? Il faut dire que pour nous, quand l'artère... La cigarette? L'alcool, la cigarette, le cholestérol aussi, parce que c'est un dépôt de graisse qui se fait au sein de l'artère et qui bouche l'artère et qui diminue le flux sanguin qui doit alimenter tout le cœur et voir les organes. Ça donne mal au cœur. En tout cas, on a bien entendu le message. Oui, une dernière question, Keïssa? Oui, alors moi, ce que j'aimerais savoir, Dani, qu'on a bien entendu que ça touche plus ta catégorie d'âge. Oui, bien sûr. Même moi, j'aimerais savoir si il vous est déjà arrivé d'intervenir pour des gens d'un plus jeune âge. Oui. Vous avez déjà eu On a des jeunes. Carnaval, je crois. Oui. Jeune ami. On a des jeunes. On a eu l'occasion de faire un examen pour une jeune fille de 16 ans. Oh là là. 16 ans. 16 ans. On a eu, oui. Bien. Écoutez, on prend rendez-vous pour le 17. Et on lance l'appel aux Guadeloupéennes qui nous regardent. Ils sont nombreux le midi à nous regarder, en train de déjeuner pour certains. Mon lit en les graisses là, tu vois. Mon lit en les sucre là, en les cigarettes là et en les alcool là. Et vous porterez mieux que cela. En tout cas, Madame Wiki, Madame Lothaire, on vous remercie d'être venue. Merci à vous. On souhaite un maximum de personnes fréquentes cette journée-là. C'est la première journée, ce type-là, non? Sur la coronarographie, oui. Oui, c'est la première journée. Mais sur la cardiologie, non. Oui, il y en a régulièrement. Voilà. Merci encore. 13h18, on continue le journal avec Keïssa. Ne bougez pas. Restez avec nous au moins jusqu'à la page de publicité. Samedi soir, au village eut lieu l'élection Miss Bemao pour l'année 2017-2018. C'était pour eux la fin d'une belle aventure, le moment pour toutes de donner le meilleur d'elles. Cela dit, une seule est repartie ce soir avec le titre d'ambassadrice de Bemao et c'est Taïli Moore. C'est tout de suite quelques images avec Chris Kevin Manier. Et franchement, je suis très satisfaite, très contente. Les 11 candidates n'ont pas démérité. Elles ont vraiment rivalisé d'élégance et c'était une très belle soirée. Avec un esprit effectivement de compétition, c'est normal, mais toutes les filles ont été soudées et elles ont vraiment vécu une belle aventure. C'est vrai que nous n'avions pas eu beaucoup de temps par rapport aux intempéries, au mauvais temps, mais elles ont été vraiment magnifiques, elles sont très douées, elles ont appris les chorégraphies très vite. Franchement, nous avons eu vraiment un bon cru, une belle édition également 2017 et
vivement 2018. Ah oui, oui, très fière d'être Miss, très fière d'être ambassadrice de BMAO. Alors cette soirée était remplie de stress surtout, mais je me suis amusée. J'ai montré ce que je sais faire, j'ai donné le meilleur de moi-même et voici le résultat. Je suis la nouvelle ambassadrice de Miss BMAO. Alors au début, il faut savoir que je ne voulais pas du tout faire cette élection et au fur et à mesure, on a rencontré de nouvelles personnes, les candidates, les membres du comité. Et tout s'est bien passé, ils nous ont accompagnés du début à la fin pour faire ce magnifique show ce soir. Voilà. Et on va continuer l'émission avec notre chroniqueuse Muriel Jean-Jacques qui est déjà ici, Danick. Alors bien sûr, Muriel Jean-Jacques, comme chaque semaine, tous les 15 jours, pardon, vient dans le coaching de la réussite nous parler de questions qui nous concernent particulièrement. Et aujourd'hui, elle a choisi un sujet qui est, on va le dire, assez qui concerne beaucoup de gens, puisqu'elle va expliquer comment briser le cercle vicieux de l'échec. Muriel, bonjour. Bonjour, Danick. Merci d'être là. Tout de suite, le générique. Et puis, on va commencer tout de suite votre rubrique, votre chronique. Générique. Alors bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va parler de comment briser le cercle vicieux de l'échec. Alors je trouvais que c'était important parce que c'est vrai que parfois on commence à avoir des problèmes et au fur et à mesure on a l'impression qu'ils viennent tous et qu'on s'arrête plus. Alors il y a pour certaines personnes ils trouvent des solutions assez rapidement, mais pour d'autres ça peut prendre du temps. Et c'est sûr que lorsqu'on parle d'échec on voit aussi réussite, puisque effectivement on va vers la réussite. Alors la réussite c'est vraiment une question, une notion très subjective et qui va dépendre de tout un chacun. Alors, j'aime bien prendre l'exemple de ressembler à une vie de prince, Al-Walid Ben Tahal, qui est le Bill Gates, en fait, de la finance au Moyen-Orient. On a aussi ressemblé au Dalai Lama. Bon, certaines personnes ont envie d'avoir vraiment une réussite un petit peu comme ça, ou tout simplement, ça peut se résumer à avoir juste peut-être un travail qui nous plaît, pouvoir aider notre famille, être là pour eux. Donc ça peut être ça aussi pour vous la réussite. Pas forcément beaucoup d'argent ou beaucoup de spiritualité, mais ça peut être aussi un équilibre avec tout ça. Mais quel que soit le choix que vous allez prendre, je vais vous dire qu'il arrive des moments où ça se passe pas comme vous le voulez. C'est-à-dire que vous commencez à avoir un problème qui se pointe et puis au fur et à mesure, un enchaînement de problèmes et vous savez même plus comment sortir de là. Alors aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. Comment sortir de ce cercle vicieux? Justement, est-ce que c'est inéluctable ou bien est-ce qu'on peut en sortir? Alors, moi, je dirais que c'est pas inéluctable. Hein. C'est sûr qu'on peut en sortir. Est-ce qu'il y a une méthode précise? Non, pas vraiment. Tout dépend vraiment de tout un chacun. Je vous dirais que il faut imaginer sa vie comme un cycle. Moi, j'appelle ça le cycle du changement. Alors, elle passe notre vie par différentes phases. On a la phase de croissance, on a la phase un peu de stabilité, on a la phase où on commence à avoir des turbulences, c'est-à-dire on commence à avoir des petits problèmes, mais rien de très grave. Et puis ensuite, on arrive à la phase de chaos. Alors là, cette fois-ci, ça brasse vraiment dur. Et puis pour passer cette phase-là, lorsqu'on l'a passée, on a la phase qu'on appelle d'hibernation, où on prend le temps de se reprendre. Puis vient la phase finalement de renaissance. Alors lorsqu'on est dans l'étape de chaos, c'est-à-dire lorsqu'on est dans ce cercle vicieux, lorsqu'on a des problèmes, pour en sortir, il va falloir laisser aller quelque chose. Il va falloir, pour faire repartir le cycle de vie, déposer quelque chose, un fardeau ou une habitude, vous débarrasser de vraiment ceux qui vous encombrent et qui ne vous servent plus. Je donne un exemple. Imaginez que vous êtes un arbre. Un arbre, finalement, ça a des fruits. Oui. Et à un moment donné, les fruits vont tomber lorsqu'ils arrivent en maturité. Oui. Alors imaginez-vous, vous êtes dans votre vie, mais vous arrivez à maturité dans vos actions et dans ce que vous avez à faire, mais vous gardez encore les choses. Oui. Vous ne voulez pas les laisser tomber. Alors, il faut un moment se débarrasser de ces poids morts. Exactement. Oui. Il faut se débarrasser de ces poids morts et c'est vraiment ce qui permet finalement de faire repartir la machine et de sortir finalement de ce cercle vicieux. Oui. Alors, c'est difficile. Oui. Comment
comment se débarrasser de ces points morts? Est-ce que vous avez des petites astuces? Alors, j'ai des petites astuces, c'est vrai, aujourd'hui. Alors, au départ, pour pouvoir s'en débarrasser, je vais prendre un exemple qui est un peu lié à la semaine qu'on a aujourd'hui, parce que c'est la semaine mondiale, en fait, de la lutte contre le diabète. Et donc, justement, il faut d'abord prendre conscience du problème. Alors, on prend conscience du problème, puis pour pouvoir aller de l'avant, il va falloir laisser aller. Puis lorsqu'on parle du laisser aller, alors j'ai beaucoup de personnes qui me disent, bon, c'est bien gentil le laisser aller, mais c'est pas si simple que ça. Vous avez raison. Alors, je vais prendre un exemple. Si vous avez une mauvaise habitude de vie, donc par exemple, manger du sucre pour gérer vos émotions, alors ça serait arrêter de manger du sucre. Oui. Mais bien sûr, si c'était aussi simple, ça se saurait. Ça se saurait, surtout que le sucre est comparé comme une addiction, même plus fort que l'héroïne. Hein. Absolument. Voilà. Alors, on a une façon aussi d'agir qu'on peut laisser aller, telle que cesser d'être gentil. Oui. Y a beaucoup de personnes qui sont gentilles, qui veulent faire plaisir gêné. Oui. Et puis à la fin, ils sont dans un engrenage où ils s'oublient et ils n'arrêtent pas vraiment de faire plaisir aux gens. Donc, ils ont besoin de compenser. Ils sont très stressés et finalement, leurs affaires n'avancent pas. Et puis, le troisième exemple que je vous prendrai, c'est les croyances limitantes. Je vous parle souvent de ça durant la chronique du coaching de la réussite. Mais si par exemple vous avez le diabète ou si on vous annonce que vous l'avez, alors ça serait une croyance limitante, ça serait de dire que c'est une fatalité. Je ne peux rien faire pour changer ma santé, je ne peux rien faire pour changer tout ça. Oui. Alors que si vous avez les moyens de changer votre alimentation, avoir des habitudes de vie qui changent, comme faire du sport, des activités, voir aussi quel type de boisson aussi que vous allez utiliser, oui. Diminuer le stress, parce que ce sont des facteurs aussi qui contribuent à accentuer les problèmes de la maladie. Donc c'est des petites choses comme ça que vous pouvez mettre en place. Alors, on arrive à la question nodale et importante, comment lâcher prise? Parce que c'est pas tout de dire, mais comment le faire? Alors, comment lâcher prise? Comment lâcher ce fardeau? Alors, je vous dirais que c'est changer de perception. Oui. Changer votre perception de vie, apprendre à vivre différemment. Donc ça va être vraiment un moteur intéressant. Donc, j'ai pris l'exemple, bien sûr, du diabète cette semaine. Donc, je vous dirais, les chiffres sont vraiment... comment dire ? Effrayant. Alarmant, parce que depuis 2015, en Guadeloupe, on annonce 8% de la population qui est touchée par le diabète. Donc c'est énorme. On compte essentiellement du diabète de type 2, donc du diabète qui est plus lié à nos habitudes de vie, donc ce qu'on mange, nos habitudes aussi. On est très sédentaire, donc là également, c'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui s'entraînent de plus en plus, mais c'est pas suffisant. Et puis aussi, on a beaucoup de produits qui sont commercialisés, qui sont sur le marché guadeloupéen ou même aux Antilles, qui sont nettement plus sucrés que leur équivalent en France. On a vu le Coca-Cola qui vaut à 6 carrés de sucre, le Nesty que beaucoup d'entre nous consomment sans le savoir. J'ai dit 6, mais 7 même, 7 Coca-Cola, c'est 7 carrés de sucre quand même. Là. C'est pas rien. C'est énorme. Ouais. C'est énorme. Et le Nesty, autant. Et donc malheureusement, et je ne parle même pas de l'ordinaire en boîte, je parle même, que vous connaissez bien, n'est-ce pas? Je connais, vous effectivement. Bien, mais effectivement, j'ai pas envie de dire que ce sont des poisons, mais enfin, ils ne contribuent pas à une bonne santé. En fait, je pense que dans tout, il ne faut pas en abuser. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on abuse énormément. Donc, au lieu d'en prendre de façon épisodique, par exemple, lorsqu'on a des fêtes ou on a des moments bien spécifiques, on va en prendre tout le temps. Oui. Et donc, c'est pour ça. C'est l'addiction au sucre, c'est ça? C'est ça, c'est l'addiction au sucre. Et puis, c'est aussi, on va parler aussi des femmes cette semaine, notamment, parce que la femme est à l'honneur, justement, au niveau de la journée mondiale sur le diabète. Et souvent, on a la mauvaise gestion des émotions. Donc, on aura tendance à aller chercher quelque chose de beaucoup plus sucré, alors que finalement, on pourrait très bien soit discuter, gérer mieux son stress, voir des thérapeutes comme moi, faire du sport en voyant des coachs sportifs, se laisser aider par sa famille. Il y a ça également, parce que souvent, on n'ose pas demander, surtout nous les femmes, on veut tout contrôler d'une certaine manière et tout faire. Et à un moment donné, on est submergé par tout ce qu'il y a à faire. Alors, dans nos habitudes de vie, pour pouvoir lâcher prise, finalement, c'est de se dire,
c'est sûr que je ne peux pas continuer à aller dans cette direction, alors peut-être qu'il y aura des changements à faire et les accepter. Donc c'est aussi l'acceptation finalement des changements qu'on aura à faire, voir les choses différemment. Il y a beaucoup de personnes que je rencontre qui me disent « Ah oui, mais j'ai toujours l'impression finalement que si je ne le prends pas là maintenant, je vais manquer une opportunité. » Oui. Mais on a toute la vie pour profiter. Donc c'est pas comme si à la soirée où vous allez aller, qu'il va falloir boire et manger tout ce que vous pouvez. C'était la dernière soirée. Exactement, comme si c'était la dernière soirée. Et j'ai rencontré justement beaucoup de femmes qui étaient dans la perte de poids. Et ce qui revenait, c'est qu'elles me disaient « Bon, je fais un régime parce que j'ai une soirée, j'ai un mariage, pour entrer dans ma robe. » Et finalement, c'est la super diète où elles mangent rien. Et puis arrivée à la soirée, elle se goinfre, elle se lâche. Et puis bien sûr, ça fait des gros dégâts. Alors, je sens des sourires complices, moi, je sais pas. Moi, j'ai comme l'impression que ça touche. Moi, je me sens pas concernée. Mais... Moi non plus d'ailleurs, moi non plus. Je suis pas concerné. Personne n'est concerné. Donc finalement, le lâcher-prise va vraiment consister à être disponible pour votre présence sans vous laisser submerger par tout ce flot d'émotions. C'est-à-dire vous dire, regardez, il va y avoir d'autres moments. Vous n'êtes pas obligé de vous dire qu'il faut faire tout maintenant et vous auto-flageller. C'est vous dire, regarde, demain, ça sera un autre jour, j'aurai le temps aussi de profiter, j'aurai le temps aussi de faire des choses à côté. Et c'est pas la peine, bien sûr, de s'auto-flageller parce que c'est vraiment la direction qui fait qu'accroître le mal, finalement. Donc, en fin de compte, Muriel, on peut se battre contre l'échec. Alors oui, on peut se battre. On peut se battre contre lui. Il y a finalement le lâcher-prise qu'on vient de voir ensemble. C'est affronter aussi ses démons et puis faire face à ses responsabilités. Donc là, on parle, aujourd'hui, on a pris comme exemple le diabète, donc ça serait l'occasion d'aller se faire dépister. Et en plus, ce dimanche, il y a une belle occasion dont je vais vous parler tantôt. Et puis 3, vous avez apprendre à gérer vos émotions. C'est là où vraiment les thérapeutes comme moi interviennent pour pouvoir vous aider à mieux gérer vos émotions. Et puis 4, tomber les habitudes qui finalement ne vous servent plus à rien. Vous les avez utilisées, elles vous ont fait avancer dans la vie. Maintenant, elles ne vous sont plus utiles, donc vous pouvez les laisser aller. Et puis, bien sûr, voir un professionnel qui va pouvoir vous aider. Il est là, la professionnelle, juste devant vous. Justement, si on veut rentrer en contact avec cette professionnelle, est-ce que tu peux nous rappeler justement comment avec faire? coordonnées. Ah voilà. Alors, je vais en profiter d'ailleurs parce que ce week-end, donc dimanche, on a une rencontre, donc vous pourrez me rencontrer, vous pourrez discuter avec moi tout de suite. Donc c'est la journée mondiale en fait du diabète. Les femmes sont à l'honneur. Alors mesdames, je vous invite vraiment à venir en grand nombre, emmener vos familles à cet événement. Donc je pense que vous avez le flyer, peut-être qu'il va pouvoir s'afficher tout à l'heure. Et puis donc ça se passe ce dimanche-ci de 8h à 17h au complexe Céligny de Bois-Ripaud aux Abîmes. Il s'agit de la journée mondiale, bien sûr, du diabète, mettant à l'honneur les femmes cette année. Donc, la journée est organisée par l'association AKD SIC et SIC, donc avec le docteur Frislise Velayoudon qu'on connaît bien. Notre invité jeudi. Ah, super. Sur notre invité jeudi pour parler de cette journée. Exactement. Donc, elle pourra vous donner beaucoup plus de détails sur cette journée. Et il s'agit d'une journée d'information avec de nombreuses conférences sur le diabète, le dépistage, le mieux-être. Donc, il y aura tout ça. Il y aura des activités qui seront familiales. Donc, les enfants pourront venir. Il y aura des jeux aussi pour des enfants, des jeux instructifs sur la nutrition. Donc, ça sera vraiment une journée très spéciale. Elle est parrainée par Madame Carole Vénu-Tolo également. Et moi, j'y participerai. Donc, j'aurai une conférence en matinée sur comment reprogrammer son mental pour arrêter de manger du sucre. Donc, ça sera vraiment l'occasion de venir voir. Et puis, il y aura également de nombreux professionnels de la santé, des médecins, des ateliers bien-être, des esthéticiennes, des jeux. Donc, je vous invite vraiment à venir à cette manifestation. Elle est totalement gratuite. Donc, et on va vous retrouver. Et on va me retrouver, on pourra discuter avec moi. Et puis, si vous ne pouvez pas venir à cette journée pour
vos raisons, je dirais, vous pouvez toujours revoir cette chronique sur le www.zcl.tv. Vous pouvez également me contacter, voir aussi la chronique de toute façon et avoir plus d'informations sur notre site web à Carutera. Donc Carutera, www.carutera comme thérapie.com et bien sûr nous appeler au 0590 47 30 19. Voilà, c'était Muriel et la chronique coaching de la réussite. Il est 13h34, on prend un petit peu de retard sur la pub. On va tout de suite la lancer et puis on se retrouve tout à l'heure pour la suite du journal avec notre ami Keïcha qui a bien entendu ce qu'a dit Muriel. Voilà, il est 13h39 dans le ZCL en direct de RHT qu'on salue de C10FM sur la 103. On retrouve Keïcha Zorobabel pour la dernière partie du journal et puis après on rappelle les titres. Retour sur le festival Caribule qui s'est terminé ce week-end à la médiathèque Paul Mado de Bémao. Pour le plus grand bonheur de tous, 3 ateliers bande dessinée ont été organisés samedi. C'était l'occasion pour nos enfants de créer à leur tour des BD afin de pouvoir s'exprimer, mais également de lire et écrire, ainsi travailler sur leur écriture, cela leur permettant de créer un scénario et en outre de développer leur imaginaire. Un reportage de Chris Kelly Magnier. BD, j'ai animé plusieurs ateliers BD. En fait, j'ai animé aujourd'hui 3 ateliers bande dessinée, 2 ce matin et 1 cet après-midi, qui donc avec la rencontre avec les enfants, c'est des choses que j'ai l'habitude de faire parce que j'ai fait de nombreux ateliers à Paris aussi, en région parisienne. Et bon, ben là, c'est toujours pareil. L'idée qui est formidable, c'est de pouvoir travailler sur l'image des enfants, leur propre image, leur montrer comment réaliser très simplement une bande dessinée, s'exprimer, les encourager à continuer chez eux, à écrire, à lire, et donc du coup les faire travailler l'écriture, la narration, le lien entre une image et une autre, un petit scénario, une petite réflexion, une expérience, développer l'imaginaire, c'est tout ce qu'on essaie de faire avec eux, et pour l'instant apparemment ça marche très très bien. Et le premier atelier, ce que j'ai fait hier, il y avait 28 personnes dans la salle, et je peux vous assurer qu'il y avait des enfants qui étaient par terre, et ils ne voulaient pas partir après, donc ça c'est quand même plaisant. Et donc évidemment ça veut dire que une salle plus grande, bientôt il va falloir penser à des choses un peu plus importantes, mais c'est déjà pas mal, c'est bien que tous les enfants soient là, qu'ils soient attentifs et surtout très sages et très concentrés, ils sont tous extrêmement talentueux, c'est un grand plaisir. Alors, je trouve que c'est un très bon atelier, ça permet à nos enfants de se découvrir, à nous-mêmes de découvrir de nouveaux talents et qui sait les faire venir chez moi pour qu'ils puissent faire des bandes dessinées à leur tour. Alors il y a eu du monde, en tout cas Roland Montpierre a attiré pas mal de monde. Maintenant il y aurait pu y avoir plus de personnes, la promotion n'a peut-être pas été suffisante, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais il y avait du monde en tout cas, c'est certain. Très intéressant parce que Roland est un très bon éducateur. Les enfants se plaisent, les enfants aiment dessiner quoi qu'il arrive et voilà, ça fait des heureux. Alors j'attire pas mal de monde, mais en France pour l'instant ici je suis encore discrète ou alors les gens ne veulent pas trop s'approcher, je ne sais pas. Mais j'espère en tout cas qu'avec Caribule j'ai pu toucher plus de monde et que les Guadeloupéens vont s'intéresser à la maison d'édition. Et on continue le journal avec quelques petites brèves. Et pour l'heure, partons au refuge Papillon. La fin des contrats aidés met en danger toutes les associations et donc le refuge du Papillon n'est pas épargné. Le remplacement des salariés en fin de contrat n'étant pas possible financièrement, le refuge du Papillon lance donc un appel à bénévoles pour continuer les sauvetages de chats et de chiens sur notre île. Ce bénévolat consiste donc à s'occuper des chiens de 8h30 à 12h tous les jours de l'année. Il s'agit de là de créer un planning de permanence journalière afin qu'il y ait un bénévole tous les matins. La compensation offerte sont une attestation de présence bénévole au refuge ouvrant droit à la réduction des impôts. Donc Danick, si tu aimes les animaux et qu'en plus tu veux baisser un peu sur tes impôts, pense au refuge du Papillon. Oui, j'ai pensé sérieusement. Et donc pour toute information, contactez Patricia Com en tapant refugeguadeloupe@gmail.com. Et on continue avec une mission médico-sociale ce lundi 13 novembre à Saint-Martin, mais plus précisément
au pôle Solidarité et Famille au Concordia Marigot. Le conseil départemental procédera à la signature de la convention de partenariat avec le collectivité d'outre-mer comme de Saint-Martin pour la mise en œuvre d'un plan action d'accompagnement social des sinistrés suite au passage de l'ouragan Irma. Et on clôture le journal avec Teddy Riner en décrochant le 10e titre mondial de sa carrière samedi. Le judoka Teddy Riner a continué d'écrire sa légende, celle d'un sportif devenu invincible. Je crois que l'on peut maintenant l'appeler Teddy Riner, n'est-ce pas, Teddy Dani? Riner, même. The Winner, en tout cas, The Winner, il a gagné son 10e titre de champion du monde mondial de judo. C'est peut-être le plus grand judoka de tous les temps. Il est guadeloupéen. Voilà, il fallait le dire. Il est pratiquement 13h47. C'est l'heure de faire un rappel des titres avec Kessia Jourbabel très rapidement. Reconnaissance aux morts des guerres mondiales à Paris, mais cette fois à la mémoire des soldats ultramarins. Un moment qui permet à tous de se souvenir des choses passées, mais aussi d'adresser un message à la génération à venir afin que nul n'oublie notre histoire et que tous la gardent en mémoire. Petit retour sur la 8e édition du festival Caribule qui s'est achevé ce week-end à la médiathèque Paul Mado de Bémao, à l'occasion des ateliers à l'honneur de nos petits qui ont pu laisser leur imagination prendre place. Et enfin, nous verrons la nouvelle Miss de la ville de Bémao, élue samedi soir ambassadrice après sa victoire à l'élection de Miss pour l'édition 2017-2018. Elle s'appelle donc Tylee Moore. Et voilà, et donc il est 13h45, vous étiez en direct du ZCL et de RHT 89.8, mais aussi de C10 FM 103. On se retrouve demain pour un nouveau ZCL. Merci, bon appétit. Bon appétit.